Au barbecue de fin d'année, ma femme m'a confronté devant tout le monde en me disant « J'ai trouvé quelqu'un qui a vraiment réussi ». J'ai répondu « Tant mieux pour toi ». Lorsque son nouveau petit ami a demandé à rencontrer le nouveau PDG de l'entreprise, ils se sont figés en réalisant que c'était moi, et elle a immédiatement. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville vous nous regardez. Mais je vais tout vous raconter depuis le début, car cette histoire ne commence pas ce soir-là. Elle commence 2 ans plus tôt, lorsque Rebecca a fait ses valises, a fermé la porte de notre appartement, et m'a dit que je n'arriverais jamais à rien. Et pendant longtemps, il a semblé qu'elle avait raison. J'avais 43 ans quand elle est partie. J'avais un petit cabinet de conseil qui couvrait à peine les dépenses, un appartement en location dans un quartier tranquille de Buenos Aires, et une idée que personne ne prenait encore au sérieux. Ni mes clients, ni mes connaissances, ni la femme avec qui j'avais partagé près de 4 ans de ma vie. Rebecca était coordinatrice des opérations chez Distribuidora Scenario, une entreprise de logistique de taille moyenne présente dans 4 provinces. Elle gagnait bien sa vie, avait une situation stable, et attendait depuis des années que j'atteigne quelque chose de semblable à ce qu'elle considérait comme une véritable réussite, un poste important, un salaire fixe élevé, un titre qui sonnait bien dans une conversation de dîner. Pourquoi? Cela ne sonnait bien dans aucune conversation. Le cabinet de conseil s'appelait MC Strategiae. À cette époque, il avait 2 clients réguliers et quelques projets sporadiques. Je travaillais depuis chez moi, je facturais juste assez, et je passais la plupart de mon temps à développer un modèle d'analyse logistique qui, selon moi, pouvait transformer la façon dont les entreprises de taille moyenne géraient leur chaîne de distribution. Rebecca l'avait entendu si souvent qu'elle avait cessé d'écouter. Pour elle, c'était le discours d'un homme qui se réfugiait dans des projets imaginaires pour éviter d'affronter le fait qu'il n'avait tout simplement pas ce qu'il fallait. Un mardi de mars, sans grande dispute, sans drame exagéré, elle m'a dit qu'elle partait. Qu'elle avait besoin de quelqu'un qui soit à son niveau, que la vie ne pouvait pas continuer à attendre que je décolle, qu'elle avait essayé, mais qu'il y avait une limite à la durée pendant laquelle une personne pouvait parier sur quelqu'un qui ne pariait pas sur lui-même, me dit-elle calmement. C'était la partie la plus difficile. Elle ne l'a pas dit avec colère. Elle ne l'a pas dit en pleurant. Elle l'a dit avec la sérénité de quelqu'un qui avait déjà pris la décision depuis longtemps et qui exécutait simplement la dernière étape. Elle a fait ses bagages en 3 jours. Elle est partie un vendredi après-midi, et je suis resté dans cet appartement avec le silence, avec le cabinet de conseil, et avec l'idée que personne ne prenait encore au sérieux. Les mois ont passé. César, mon associé et le seul qui n'a jamais cessé de croire en ce que nous construisions, m'appelait chaque semaine. Parfois pour parler de travail, parfois juste pour parler. Il était mon partenaire depuis nos jours d'université. Le genre de personne qui, quand tout le monde dit que quelque chose ne marchera pas, vous regarde et dit « continuons ». Sans discours, sans promesse en l'air, juste de la constance. Et la constance, avec le temps, commence à façonner les choses. Le modèle logistique que je développais depuis des années a commencé à montrer des résultats concrets. Un client de taille moyenne l'a mis en œuvre et a réduit ses coûts de distribution de 32% en 6 mois. Un autre client l'a utilisé pour réorganiser son réseau de fournisseurs et augmenter sa marge opérationnelle d'une manière qu'aucun de ses directeurs n'avait réussi en 5 ans de gestion traditionnelle. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes. Et quand les chiffres parlent d'eux-mêmes, les gens commencent à écouter. En 18 mois, MCS et Strategia est passé d'un petit cabinet de conseil à une entreprise technologique appliquée à la logistique, avec 2 employés, 3 investisseurs privés, et des contrats actifs avec des entreprises en Argentine, au Chili et en Colombie. La valorisation initiale que nous avions mise sur le projet, quand personne ne nous prenait au sérieux, était de 200 000 €. À la fin de cette année-là, nous avions clôturé un tour de financement de 400 000 € et avions des conversations avancées avec des fonds qui voulaient entrer dans le prochain tour. Et puis est venue l'opportunité qui a tout changé. Distribuidora Scenario connaissait des problèmes de gestion depuis 2 ans. Des pertes dans sa chaîne logistique, un taux de rotation du personnel élevé, des contrats qui tombaient à l'eau. Le propriétaire d'origine, un homme âgé qui avait fondé l'entreprise 30 ans auparavant, cherchait une issue. Il voulait vendre, mais il voulait bien vendre, à quelqu'un qui comprenait le métier et pouvait vraiment le transformer au lieu de le démanteler. César m'a envoyé le prospectus un lundi à 7 h du matin avec un seul message, « Lis ça ». Je l'ai lu. Je l'ai analysé. J'ai passé 3 semaines à faire une due diligence avec notre équipe. Et à la fin de ces 3 semaines, nous avons soumis une offre. L'offre a été acceptée pour 300 000 €.
Je suis devenu le nouveau propriétaire et PDG de Distribuidora Scénario. La même entreprise où Rebecca travaillait comme coordinatrice des opérations. La même entreprise qui avait réservé cette salle à Palermo pour le barbecue de fin d'année. La même entreprise où, ce soir de décembre, elle me regarderait dans les yeux devant tout le monde et me dirait qu'elle avait trouvé quelqu'un avec un vrai succès. Je n'avais pas encore annoncé publiquement le changement de direction. Seule l'équipe de direction était au courant. La communication officielle était prévue pour la première semaine de janvier. César et moi étions arrivés ce soir-là précisément pour prendre quelques contacts informels avant l'annonce officielle, pour rencontrer des visages, pour mieux comprendre la culture interne avant de nous présenter formellement. Personne dans cette salle, à l'exception de l'équipe de direction, ne savait qui j'étais. Rebecca non plus. Quand je suis entré et que je l'ai vue de l'autre côté de la salle, avec sa robe rouge et son verre de vin, et ce rire que je connaissais par cœur, j'ai pensé à rester à l'écart. À laisser la nuit passer sans croisement, sans histoire, sans qu'aucune version du passé n'occupe le même espace. Mais Rebecca m'a vu, et Rebecca a décidé d'avancer, avec son verre, avec son sourire, avec Raphaël à ses côtés. Et je l'ai attendu, toujours mon verre à la main, sachant exactement ce qui allait arriver. Raphaël avait le genre de présence qu'il avait lui-même construite avec beaucoup de soin. Ce n'était pas naturel, c'était de l'architecture. Le costume sombre sans cravate, la montre au poignet gauche qui captait la lumière à chaque mouvement de son bras, la façon dont il occupait l'espace autour de lui, comme si cet espace lui appartenait de droit. Il était grand, large d'épaules, avec des cheveux parfaitement coiffés et un sourire qui arrivait toujours une demi-seconde plus tard que nécessaire, comme s'il calculait d'abord l'effet avant de l'exécuter. Rebecca le regardait avec ce mélange spécifique de fierté et de soulagement que les gens ont quand ils sentent qu'ils ont enfin trouvé ce qu'ils cherchaient. Ce n'était pas seulement de l'amour, c'était une démonstration. C'était la satisfaction de pouvoir dire au monde, et en particulier à certaines personnes du passé, qu'elle avait pris la bonne décision. J'étais cette personne du passé. Raphaël est dans l'entreprise depuis 3 ans, a dit Rebecca, avec le ton de quelqu'un qui présente un CV plutôt qu'une personne. C'est le directeur régional le plus performant du secteur commercial. L'année dernière, il a conclu des contrats d'une valeur de plus de 800 000 € dans sa zone. Elle l'a dit en me regardant droit dans les yeux, mesurant ma réaction avec une précision que seule une personne qui a planifié ce moment depuis longtemps possède. Raphaël a souri avec une modestie calculée. Rebecca exagère, a-t-il dit. Mais il l'a dit de cette manière dont les gens disent « exagère » quand ils veulent en réalité que vous répétiez tout à nouveau, avec plus de détails. Je n'exagère pas, a-t-elle insisté, et elle m'a de nouveau regardé. J'ai légèrement hoché la tête. Impressionnant, ai-je dit calmement, sans ironie, sans la moindre trace de malaise dans ma voix. Cela l'a décontenancée. Elle s'attendait à autre chose. Elle s'attendait à ce que je pose plus de questions, que je m'intéresse, que je montre d'une manière ou d'une autre que les chiffres m'affectaient, que la comparaison fonctionnait. Mais quand quelqu'un répond avec un calme sincère, et non avec un calme fin, il est très difficile de savoir quoi faire ensuite. César, à côté de moi, tenait toujours son verre, observant l'ambiance générale avec une expression totalement neutre. Je le connaissais assez bien pour savoir qu'à l'intérieur, il savourait chaque seconde de ce moment. Raphaël a décidé que c'était son tour. Il s'est légèrement penché vers moi, avec cette familiarité des hommes qui confondent confiance et invasion de l'espace, et a dit « Et toi, Miguel, que fais-tu » Rebecca m'a dit que tu avais un cabinet de conseil, c'est ça ? Il l'a bien dit, avec le ton exact de quelqu'un qui sait que la réponse ne sera pas impressionnante et qui prépare déjà une réaction condescendante. Quelque chose dans le domaine de la logistique, ai-je répondu, avec une seule syllabe, mais cette syllabe contenait tout un univers de condescendance élégante. Intéressant. Tu travailles avec de grandes entreprises ou plutôt avec des PME ? Avec celles qui ont besoin d'aide, ai-je dit. Il a souri. Rebecca a souri. Un des collègues qui se trouvait à proximité et qui avait commencé à écouter sans se cacher a également souri, bien qu'il ne soit pas tout à fait sûr de pourquoi. Bien sûr, a dit Raphaël. Le marché du conseil pour les PME est assez compétitif, n'est-ce pas ? Beaucoup de gens offrent plus ou moins la même chose. Ça doit être difficile de se différencier. Il l'a dit avec le ton de quelqu'un qui donne un conseil sincère, mais le contenu était tout autre. C'était une réduction. C'était prendre ce que je faisais, l'emballer dans quelque chose de petit, et me le rendre avec un sourire. Parfois, ai-je répondu.
Bref silence. Rebecca en a profité. Miguel a toujours été très constant, a-t-elle dit. Et elle a choisi ce mot très soigneusement. Constant, pas brillant, pas ambitieux, pas réussi. Constant. Comme quelqu'un qui décrit une personne qui se présente tous les jours mais n'arrive jamais nulle part. C'est apprécié, a-t-elle ajouté avec un sourire presque maternel, comme si elle me tapotait la tête. Je l'ai regardé un instant. Merci, ai-je dit. Rien de plus. Elle a attendu. Il a attendu. Le collègue à côté de nous a attendu, et je n'ai tout simplement pas continué. J'ai pris une gorgée de mon eau, j'ai regardé vers le grill où les serveurs disposaient les plateaux de viande, et j'ai laissé le silence remplir l'espace qu'il voulait remplir avec mon malaise. C'est César qui a détendu l'atmosphère, non pas parce qu'il en avait besoin, mais parce qu'il trouvait amusant d'étirer un peu plus la conversation. « Depuis combien de temps êtes-vous ensemble » a-t-il demandé, s'adressant à Rebecca avec un sourire sincère et insouciant. « Presque 1 an » a-t-elle répondu. Et il y avait une fierté dans sa voix qu'elle n'essayait pas de cacher. « C'est super » a dit César. Et il l'a dit si naturellement qu'il était impossible de savoir s'il était sincère ou non. C'était aussi un article. Raphaël a profité de l'ouverture pour parler de lui, ce qui était clairement ce qu'il aimait le plus faire. Il a raconté qu'il avait rejoint Distribuidora il y a 4 ans en tant que vendeur senior et qu'en moins de 18 mois, il était monté au poste régional. Que sa zone avait connu une croissance de 40% sous sa direction. Qu'il avait des conversations avancées avec la direction pour assumer un rôle national à partir de l'année suivante. Qu'il avait fait un post-diplôme en administration des affaires dans une prestigieuse université privée. Qu'il avait des contacts dans le secteur qui lui ouvraient des portes que d'autres mettaient des années à ouvrir. Il a tout raconté avec cette fluidité de quelqu'un qui l'a répété de nombreuses fois et qui sait exactement quand faire une pause pour un plus grand impact. Il était bon pour ça, il fallait le lui accorder. Je l'ai écouté. J'ai hoché la tête aux moments opportuns. Je n'ai rien demandé qui puisse être interprété comme un intérêt sincère ou comme une provocation. J'ai juste écouté, et cela, paradoxalement, l'a fait parler davantage, car les gens qui ont besoin de prouver qui ils sont ne savent pas quoi faire avec quelqu'un qui les écoute sans réagir. Alors ils augmentent la mise. Ils ajoutent plus de données, plus de réalisations, plus de chiffres. Ils essaient de trouver le point où l'autre personne montre enfin quelque chose, de l'admiration ou de l'envie, peu importe, juste pour confirmer que le message est passé. Le message est passé. Il n'a simplement pas produit ce qu'il attendait. À un moment de la soirée, nous nous sommes séparés. Raphaël est allé saluer quelques collègues du secteur commercial. Rebecca est restée un instant de plus, son verre presque vide, me regardant avec une expression qui n'était pas exactement du regret, mais qui n'était pas non plus la satisfaction complète qu'elle avait prévue. « Tu vas bien » m'a-t-elle demandé. Et cette question était un autre piège, car si je disais oui avec trop d'enthousiasme, cela semblerait défensif. Et si je disais oui froidement, cela semblerait blessé. Très bien, ai-je répondu calmement, avec le même calme que toujours. Elle a hoché la tête lentement. Je suis contente, a-t-elle dit, et elle est allée là où se trouvait Raphaël. César a attendu qu'elle soit assez loin, puis s'est tourné vers moi avec une expression qui mêlait amusement et quelque chose de plus sérieux. Quand est-ce qu'elle l'apprend, a-t-il demandé à voix basse. Quand quelqu'un le cherchera sur Google, ai-je répondu. Il a souri. La nuit va être longue. Nous nous sommes déplacés dans une autre partie de la salle. Le grill était prêt et les serveurs commençaient à circuler avec les plateaux. L'ambiance s'était détendue. Les gens avaient bu assez de vin pour que les conversations soient plus bruyantes et moins prudentes. Je me suis assis à l'une des tables latérales avec César et avec 2 directeurs du secteur des opérations qui savaient déjà qui j'étais et qui avaient eu le tact de ne pas le mentionner à aucun moment de la soirée. C'était Andrés, chef des opérations, et Hortensia, directrice financière. Tous 2 m'ont reçu avec le naturel de quelqu'un qui a déjà traité le changement et est prêt à travailler. Hortensia, en particulier, avait cette énergie calme des gens qui ont vu de nombreux changements dans une entreprise et savent distinguer ceux qui amélioreront les choses et ceux qui ne le feront pas. Le dîner s'est poursuivi. Le bruit dans la salle a augmenté. Les conversations se sont mélangées. Des toasts ont commencé à retentir de différentes tables. Quelqu'un avait connecté une enceinte avec de la musique plus entraînante, et quelques jeunes employés avaient dégagé un espace pour danser près du bar. J'ai mangé calmement.
J'ai parlé avec Andrés de certains aspects opérationnels que je voulais revoir en janvier. J'ai écouté Hortensia décrire les goulots d'étranglement financiers les plus urgents. C'était exactement la conversation que j'étais venu avoir ce soir-là, informelle, sans ordre du jour officiel, sans PowerPoint, juste des informations réelles racontées par des gens qui connaissaient l'entreprise de l'intérieur. Et puis j'ai entendu la voix de Raphaël. Pas parce qu'il était proche, mais parce que Raphaël avait le genre de voix qui s'élève quand il veut être entendu. Et à ce moment-là, il voulait être entendu. Il était à 2 tables de là avec un groupe de collègues du secteur commercial, et il avait son téléphone à la main. « Et, vous avez vu qu'ils ont déjà confirmé qui est le nouveau PDG ?» a-t-il dit. « Je viens de voir sur LinkedIn. » Regardez. Le téléphone est passé de main en main. D'abord, ce fut un collègue du secteur commercial, un de ces jeunes hommes qui hochent la tête avant d'avoir fini de lire parce qu'ils veulent donner l'impression de traiter rapidement l'information. Ensuite, ce fut une femme aux cheveux courts qui travaillait dans l'administration et qui était restée à la même table toute la nuit. Puis, ce fut un autre homme que je n'ai pas reconnu. Et dans chaque paire de mains qui tenait ce téléphone, il y avait une pause, une petite pause de 2 ou 3 secondes, qui était exactement le temps qu'il fallait à chaque personne pour connecter la photo sur l'écran avec le visage qui était assis à 2 tables de là. Raphaël n'avait toujours pas fait ce lien. Il regardait ailleurs quand le téléphone est revenu dans ses mains. Il disait quelque chose sur les objectifs pour l'année suivante, sur sa projection pour le rôle national, sur une réunion qu'il avait prévue pour la 2e semaine de janvier avec la nouvelle direction. Il le disait avec cette énergie de quelqu'un qui est au sommet de son moment et le sait. C'est Rebecca qui a vu l'écran en premier. Elle était assise à côté de Raphaël, son 3e verre de vin à la main. Et quand le téléphone a été posé sur la table entre eux, elle l'a regardé par réflexe. Juste une seconde, mais cette seconde a suffi. Je l'ai vu d'où j'étais. J'ai vu le moment exact où son cerveau a traité l'information. J'ai vu comment l'expression de son visage a fait ce voyage spécifique qui va de la confusion à la reconnaissance, et de la reconnaissance à quelque chose qui n'avait pas encore de nom, mais qui était profond et silencieux, comme une fissure s'ouvrant lentement dans le sol. Elle m'a regardé. J'étais en train de manger calmement, ma fourchette à la main, écoutant Andrés parler de la réorganisation de l'entrepôt central. Je n'ai rien fait de spécial quand nos regards se sont croisés. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas hoché la tête. Je n'ai pas levé mon verre. J'ai simplement soutenu son regard un instant, puis j'ai de nouveau regardé Andrés, comme si de rien n'était. Parce que pour moi, à ce moment-là, rien d'extraordinaire ne se passait. Rebecca a touché le bras de Raphaël. Il a interrompu ce qu'il disait et l'a regardé. Elle a pointé l'écran d'un petit geste presque imperceptible. Raphaël a baissé les yeux. La pause qui a suivi était différente des autres. Elle était plus longue. C'était une de ces pauses qui ont leur propre poids, qui occupent l'air d'une manière différente. Puis Raphaël a levé les yeux et m'a cherché parmi les tables. Quand il m'a trouvé, il s'est figé. Je l'ai regardé avec le même calme avec lequel j'avais regardé tout ce qui s'était passé cette nuit-là. Sans triomphe, sans satisfaction visible, sans aucune des expressions qu'il s'attendait probablement à trouver. Juste le calme. Le calme de quelqu'un qui sait depuis des mois ce que les autres viennent de découvrir au cours des 30 dernières secondes. César, qui avait suivi la scène du coin de l'œil tout en parlant avec Hortensia, s'est légèrement tourné vers moi et, d'une voix très basse, a dit un seul mot. Maintenant. J'ai hoché la tête. Ce qui s'est passé dans les minutes qui ont suivi était intéressant à observer. Raphaël ne s'est pas levé immédiatement. Il n'est pas venu directement vers moi avec une question ou une excuse, ou l'une des réactions auxquelles on pourrait s'attendre. D'abord, il a traité l'information. Je l'ai vu sur son visage, dans la façon dont il regardait l'écran, puis moi, puis Rebecca, puis de nouveau l'écran. Il réorganisait toute la soirée dans sa tête. Il rejouait chaque commentaire, chaque sourire condescendant, chaque mot choisi pour diminuer ce que je faisais. Et il voyait tout cela avec de nouvelles informations. C'était un homme intelligent, il fallait aussi le lui accorder. Rebecca, en revanche, a réagi différemment. Rebecca n'a pas traité l'information intérieurement. Rebecca s'est raidie. Je l'ai vu dans la façon dont elle a posé son verre sur la table avec trop de soin, dans la façon dont ses épaules se sont légèrement haussées, dans la façon dont sa mâchoire s'est crispée. Elle ne réorganisait pas la nuit. Elle essayait de trouver une issue, un récit, un moyen pour que ce qu'elle venait de découvrir ne signifie pas ce que cela signifiait clairement.
C'est Raphaël qui s'est levé le premier. Il s'est dirigé vers notre table à pas mesurés, avec ce sang-froid de quelqu'un qui sait qu'il a commis une erreur mais qui ne va pas le montrer avant d'avoir plus d'informations. Il s'est arrêté à côté de moi, a tendu la main et a dit « Miguel, désolé. Je ne pense pas m'être présenté correctement avant. » J'ai serré sa main. « Pas de problème, ai-je dit. Je viens de voir sur LinkedIn, il a fait une pause. C'est vous le nouveau PDG de Scénario ? » Oui, ai-je répondu. Sans drame, sans pause théâtrale, juste la confirmation directe d'un fait. Le silence qui a suivi était de ceux que l'on sent dans la poitrine. Andrés et Hortensia, qui avaient suivi la conversation sans intervenir, regardaient leurs assiettes avec une discrétion presque parfaite. César regardait vers le grill avec une expression totalement neutre que je connaissais très bien et qui signifiait qu'il utilisait toute sa concentration pour ne pas sourire. Raphaël a retrouvé son sang-froid assez rapidement. Il faut lui accorder cela. Ravi de vous rencontrer formellement alors, a-t-il dit. J'ai vraiment hâte de parler des plans pour le secteur commercial. Je pense qu'il y a un potentiel énorme qui n'a pas encore été pleinement exploité. Bien sûr, ai-je dit. Nous organiserons les réunions d'équipe en janvier. Parfait. Il a hoché la tête. Il a souri. Un sourire différent de tous ceux du début de la soirée. Celui-ci n'était pas de supériorité. Celui-ci était de recalibrage. Eh bien, à bientôt alors. Il est retourné à sa table. Je me suis tourné vers César. Il m'a regardé. Aucun de nous n'a rien dit pendant quelques secondes. Puis Hortensia, sans lever les yeux de son assiette, a dit d'une voix très basse, « C'était bien géré. » César a finalement souri. Juste un peu, juste assez. Je suis retourné à mon dîner. Ce qui m'intéressait d'observer maintenant, c'était Rebecca. Car Raphaël avait traité la situation avec la logique d'un cadre qui comprend qu'il vient d'être mis dans une position inconfortable devant son nouveau patron indirect et qu'il a besoin de corriger le tir. C'était gérable. C'était prévisible. Raphaël allait être professionnel parce que c'était dans son intérêt de le faire. Rebecca était différente. Rebecca n'avait pas cette équanimité. Rebecca avait construit tout un récit sur qui j'étais et qui elle était, sur qui avait pris la bonne décision et qui était resté derrière. Ce récit n'était pas seulement une histoire qu'elle racontait aux autres. C'était une histoire qu'elle se racontait à elle-même. Et quand une histoire que l'on se raconte se brise en public, la réaction n'est pas rationnelle, elle est viscérale. Je l'ai observée de loin pendant les 20 minutes suivantes. J'ai vu qu'elle parlait peu. J'ai vu qu'elle buvait de son verre plus fréquemment que d'habitude. J'ai vu qu'à un moment donné, Raphaël lui a dit quelque chose à voix basse et qu'elle a répondu par un hochement de tête sec, du genre qui n'admet pas de suite. J'ai vu qu'un collègue s'est approché de sa table et que Rebecca a souri, mais que le sourire n'atteignait pas ses yeux. C'était la fin de soirée la plus longue qu'elle ait eue depuis longtemps. Vers 23 heures, alors que l'événement commençait à se terminer et que les gens commençaient à se dire au revoir, Rebecca s'est levée seule et s'est dirigée vers le bar. Elle s'est appuyée sur le comptoir avec son verre et a regardé dans le vide avec cette expression de quelqu'un qui a besoin de 2 minutes sans que personne ne lui parle. César m'a regardé. J'ai légèrement secoué la tête. Ce n'était pas le moment de s'approcher. Il n'y avait rien à dire ce soir-là. Tout ce qui devait être dit avait déjà été dit sans mots, avec des informations et avec le silence, qui sont les deux formes de communication les plus puissantes qui existent. J'ai dit au revoir à Andrés et Hortensia. J'ai serré des mains, échangé quelques commentaires sur la première semaine de janvier. J'ai confirmé des horaires. Tout calme, tout normal, tout avec la cadence de gens qui ont du travail à faire et qui sont concentrés sur le fait de bien le faire. En passant près du bar pour me diriger vers la sortie, Rebecca m'a vu. Je n'ai rien dit, j'ai juste hoché légèrement la tête, avec le même calme avec lequel j'avais géré toute la soirée. Elle a soutenu mon regard pendant 1 ou 2 secondes, puis a baissé les yeux sur son verre. Je suis sorti à l'air de la nuit avec César à mes côtés. Dehors, sur le trottoir, il a allumé une cigarette et a expiré lentement. « Comment te sens-tu » a-t-il demandé. J'ai réfléchi à la réponse un instant. « Bien » ai-je dit. « Je me sens bien. » Et c'était vrai. Il n'y avait pas de satisfaction bruyante, pas de triomphe à célébrer. C'était quelque chose de plus calme que ça. C'était un sentiment spécifique d'avoir construit quelque chose de réel pendant longtemps, en silence, sans que personne ne le voie, et que soudain, cette chose parlait d'elle-même,
sans que j'aie à dire un seul mot. César a fumé en silence un moment, puis a dit, « Janvier va être intéressant. » « Oui, » ai-je répondu. « Il le sera. » Nous avons hélé un taxi. La nuit de Buenos Aires était encore illuminée autour de nous, avec ce doux bruit de fin d'année que les villes ont lorsqu'elles sont sur le point de clore un cycle et d'en ouvrir un autre. J'ai regardé par la fenêtre pendant que la voiture avançait et j'ai pensé à tout ce qui allait arriver, les réunions d'équipe, la réorganisation opérationnelle, les nouveaux contrats, le deuxième tour de financement que César et moi avions presque bouclé. J'ai pensé à Rebecca, appuyée sur ce bar avec son verre et son silence. Et je n'ai pas ressenti de ressentiment. C'est ce qui m'a toujours le plus surpris. Je n'ai pas ressenti de ressentiment. J'ai ressenti quelque chose de plus proche de la compréhension que les gens prennent des décisions avec les informations qu'ils ont à un moment donné, et que parfois, ces informations sont incomplètes. Rebecca avait pris ses décisions avec ce qu'elle savait alors. Ce qu'elle ne savait pas alors, c'était ce qui allait arriver. Maintenant, elle le savait. Et janvier n'avait même pas encore commencé. Le 3 janvier est arrivé avec la chaleur sèche que Buenos Aires a en été, quand il n'y a pas de vent. Je suis entré dans les bureaux de Distribuidora Scénario à 8h30 du matin, avec César à mes côtés et un ordre du jour clair pour la semaine. Premier jour officiel en tant que PDG. Pas de long discours, pas de présentation avec des feux d'artifice, aucune de ces cérémonies d'ouverture qui, plutôt que de transmettre la confiance, transmettent le besoin d'être validés. Amélia, la directrice des ressources humaines, nous a reçus à l'entrée. C'était une femme d'une cinquantaine d'années, cheveux noirs avec quelques mèches grises qu'elle n'essayait pas de cacher, un regard direct, et ce ton de voix spécifique des gens qui gèrent des situations compliquées depuis des années et ne s'énervent plus facilement. Elle m'a serré la main fermement. « Bienvenue, Miguel. Tout est prêt pour la réunion de 9h. »« Merci, Amélia, » ai-je dit. « Comment va l'équipe ?» Elle a fait une brève pause. « Dans l'attente » a-t-elle répondu. Et dans ce mot, il y avait plus d'informations qu'il n'y paraissait. La réunion générale a eu lieu dans la salle principale au 2e étage. Tous les chefs de secteur, les coordinateurs régionaux et quelques chefs d'équipe étaient là, environ 30 personnes au total. Je me suis présenté en 5 minutes. Sans PowerPoint, sans chiffres projetés sur un écran, sans le genre de discours de motivation que les gens écoutent avec un visage attentif et oublient avant d'atteindre l'ascenseur. J'ai dit qui j'étais. J'ai dit ce que nous allions faire dans les 90 prochains jours. J'ai dit que les décisions seraient basées sur des données et sur des conversations réelles avec les personnes qui connaissaient le travail de l'intérieur. Rien de plus. Il y a eu des questions. J'y ai répondu avec les informations que j'avais. Et quand je n'avais pas l'information, j'ai dit que je ne l'avais pas encore. Cela a généré plus de confiance que n'importe quelle réponse improvisée n'aurait pu le faire. La réunion s'est terminée en 40 minutes. Alors que les gens partaient, j'ai vu Raphaël dans le groupe. Il était près de la porte, un carnet à la main et une expression soigneusement neutre. Il m'a regardé en passant. J'ai hoché la tête. Il a hoché la tête. C'était tout. Professionnel, propre, sans trace visible de ce qui s'était passé 5 jours plus tôt dans cette salle de Palermo. Ce que je ne savais pas, c'était ce qui se passait sous cette surface. Amélia me l'a dit cet après-midi-là, lorsque nous nous sommes assis pour examiner l'état de l'équipe commerciale. Elle m'a dit que le lundi matin, avant mon arrivée, Raphaël avait demandé une réunion urgente avec elle. Que lors de cette réunion, il avait essayé de se positionner comme le candidat naturel au poste de directeur commercial national, un poste qui n'existait pas encore formellement, mais qu'il supposait être créé avec la nouvelle direction. Qu'il avait présenté ses chiffres, ses réalisations régionales, ses contacts dans le secteur. Qu'il avait tout fait correctement sur la forme, mais que le moment et l'urgence le trahissaient. Que lui as-tu dit, ai-je demandé. Que tous les rôles de la nouvelle structure seraient définis dans le processus de réorganisation, et qu'il aurait la même opportunité que n'importe quel autre membre de l'équipe de montrer son travail, a répondu Amélia. Bien, ai-je dit. Elle m'a regardé un instant. Sais-tu qu'il est en couple avec Rebecca Suarez, la coordinatrice des opérations de la zone centrale? Je sais, ai-je dit. Amélia a hoché la tête lentement, avec l'expression de quelqu'un qui confirme que la personne en face d'elle a déjà les informations nécessaires et n'a pas besoin de plus de contexte. Je voulais juste que tu le saches, a-t-elle dit. Merci. Cette première semaine s'est déroulée au rythme des vraies semaines de travail.
des réunions individuelles avec chaque chef de secteur. Examen des chiffres du dernier trimestre. Visite de l'entrepôt central dans la zone sud, où Andrés m'a montré en personne les goulots d'étranglement qu'il avait décrits lors du barbecue de fin d'année. Le problème était exactement celui que j'avais diagnostiqué de l'extérieur, des itinéraires de distribution mal optimisés, des logiciels obsolètes, des processus manuels là où la technologie devait être introduite. C'était paradoxalement exactement le genre de problème que MC Strategia résolvait pour d'autres entreprises depuis des années. Le jeudi de cette semaine-là, Rebecca m'a envoyé un message. Pas par un canal officiel de l'entreprise. Elle a envoyé un message direct à mon téléphone, au numéro qu'elle avait gardé de l'époque où nous étions ensemble et que je ne lui avais jamais demandé de supprimer, car je n'avais jamais eu de raison de le faire. Le message disait « Salut, Miguel. Je sais que la situation est bizarre. Je voulais juste te dire que je suis contente que les choses aillent bien pour toi. Sérieusement. Et si jamais tu veux prendre un café et parler sans pression, je suis partante. Sans drame. » Je l'ai lu 2 fois. C'était un message bien écrit. Il avait le ton exact qu'il fallait pour ne pas paraître désespéré ou calculateur. C'était le genre de message qu'une personne intelligente écrit quand elle veut ouvrir une porte sans que cela ne paraisse. Ce qu'il disait en surface était une chose. Ce qu'il disait en dessous en était une autre. Je n'ai pas répondu ce jour-là. Je n'ai pas répondu le lendemain non plus. Le lundi de la semaine suivante, alors que j'étais en poste depuis 10 jours, Rebecca a demandé une réunion formelle par l'intermédiaire d'Amelia. Elle a demandé une évaluation de son poste au sein de la nouvelle structure. C'était une demande tout à fait légitime, le genre de demande que tout employé pouvait faire dans un processus de réorganisation. Et Amelia me l'a transmise avec la neutralité professionnelle qui la caractérisait. J'ai dit à Amelia de coordonner la réunion pour la semaine suivante et de la gérer elle-même directement, dans le cadre du processus d'évaluation générale de l'équipe. Amelia a hoché la tête. « Tu veux être présent ? » ?»« Non, ai-je dit. C'est ton domaine. » Elle a parfaitement compris. La réunion entre Amelia et Rebecca a duré 40 minutes. Amelia m'a fait un résumé cet après-midi-là. Rebecca avait posé des questions sur les possibilités de promotion au sein de la nouvelle structure. Elle avait mentionné ses années dans l'entreprise, sa connaissance des processus opérationnels, sa relation avec les équipes de terrain. Tout était valable, tout était réel. Mais à un moment de la réunion, presque à la fin, elle avait mentionné qu'elle connaissait personnellement le PDG et qu'elle croyait que cela pouvait être pertinent pour évaluer son profil. Amelia avait répondu que les évaluations de la nouvelle direction étaient basées exclusivement sur la performance et sur l'alignement avec les objectifs du nouveau plan stratégique. Rebecca n'avait rien dit d'autre après cela. Quand Amelia m'a raconté ce détail, je l'ai enregistré sans faire de commentaire. Mais je l'ai enregistré, car il y a une énorme différence entre une personne qui cherche à évoluer dans une entreprise par ses propres mérites et une personne qui commence à utiliser le nom de quelqu'un d'autre comme monnaie d'échange. Cette différence n'est pas toujours visible au premier abord, mais elle le devient toujours avec le temps. César m'a appelé ce soir-là. Je lui ai raconté ce qui s'était passé avec Rebecca, en termes généraux. Il a écouté sans m'interrompre et, quand j'ai fini, il a dit « Combien de temps lui donnes-tu avant qu'elle ne passe à la vitesse supérieure ?» J'ai réfléchi un instant. 2 semaines, ai-je dit. Je dis 1, a-t-il répondu. Aucun de nous ne pariait avec méchanceté. C'était simplement la reconnaissance d'un schéma que nous avions tous deux déjà vu dans différents contextes. Les gens qui n'obtiennent pas ce qu'ils veulent par les voies directes ne restent généralement pas silencieux. Ils cherchent un autre angle. Il y a toujours un autre angle. Ce que je ne savais pas encore, c'était quel serait l'angle de Rebecca. Ce que je ne savais pas, c'était que, quel qu'il soit, il ne changerait rien à ce qui était déjà construit. Car ce qui est construit sur un travail réel et des décisions concrètes ne s'effondre pas avec des conversations, avec des messages, avec des réunions, ou avec aucune des manœuvres que les gens utilisent quand ils sentent le sol se dérober sous leurs pieds. Ce soir-là, j'ai fermé mon ordinateur tard, vers 23 heures. Le bureau était vide et silencieux. De la fenêtre du 4e étage, on pouvait voir les lumières de l'avenue et le mouvement tranquille d'un mardi d'été à Buenos Aires. J'ai pensé à tout ce qui restait à faire, au processus à redessiner, au contrat à renégocier, à l'équipe à consolider. C'était beaucoup de travail. C'était exactement le genre de travail que j'aime faire. J'ai mis ma veste, éteint la lumière et suis parti. Janvier ne faisait que commencer.
César avait raison. C'était une semaine, pas deux. Le mercredi de la 2e semaine de janvier, Amélia a frappé à la porte de mon bureau à 10 heures du matin avec une expression que je commençais déjà à reconnaître. C'était l'expression de quelqu'un qui a des informations qu'il n'a pas demandé à avoir et qui doit maintenant les transmettre professionnellement, sans que cela ne semble ni amusant ni inconfortable. C'était une expression d'un équilibre très spécifique. Elle s'est assise en face de moi et a posé son téléphone sur le bureau, l'écran vers le haut. C'était une capture d'écran d'une publication sur LinkedIn. Rebecca l'avait faite. La publication datait de 2 jours et disait plus ou moins ce qui suit, qu'elle était en train de chercher activement de nouvelles opportunités. Qu'elle travaillait dans le domaine des opérations logistiques depuis des années et qu'elle avait une solide expérience en gestion d'équipe et en processus de distribution. Jusqu'ici, tout était normal. N'importe qui peut chercher un emploi. Ce n'était pas ce qu'Amélia était venue me montrer. Ce qu'Amélia était venue me montrer se trouvait dans les commentaires. Dans l'un des commentaires, Rebecca avait répondu à quelqu'un qui lui demandait pourquoi elle cherchait un changement si elle était dans la même entreprise depuis des années, et elle avait écrit en toutes lettres. Les changements de direction amènent parfois des situations personnelles compliquées. Ce n'est pas toujours facile de travailler près de quelqu'un avec qui on a une histoire. Je préfère être professionnel et chercher un autre environnement. Le commentaire avait 47 j'aime. Je l'ai lu 2 fois. Puis je l'ai lu une 3e fois pour m'assurer que je lisais exactement ce que je pensais lire. C'était intelligent, il fallait l'admettre. Ça ne disait rien d'explicite. Ça ne mentionnait pas de nom. Ça ne portait aucune accusation directe, mais ça insinuait juste assez pour que quiconque le lise puisse construire le récit qu'il voulait. Situation personnelle compliquée, histoire, environnement. Tout était soigneusement vague, tout était soigneusement chargé de sens. J'ai levé les yeux vers Amélia. Combien de personnes de l'entreprise l'ont vu? Celles qui ont LinkedIn, a-t-elle répondu, ce qui fait pas mal de monde. J'ai hoché la tête lentement. Veux-tu que je fasse quelque chose, a-t-elle demandé. J'ai réfléchi un instant. Non, ai-je dit. Pas pour le moment. Amélia a repris son téléphone et s'est levée. Avant de partir, elle s'est arrêtée à la porte. Miguel, juste pour que tu saches, l'équipe de direction est complètement alignée avec la nouvelle direction. Ce qui peut circuler sur les réseaux sociaux ne change rien à cela. Je sais, ai-je dit. Merci, Amélia. Quand elle est partie, je suis resté un moment à regarder mon bureau. J'ai appelé César. Je lui ai parlé du commentaire. Il a écouté en silence et, quand j'ai fini, il a fait une longue pause avant de parler. Veux-tu que notre avocate y jette un œil? Pas encore, ai-je dit. Laissons les choses évoluer. Tu es sûr? Oui. César connaissait ma façon de gérer les choses. Il savait que je ne réagissais pas à chaud. Il savait que je préférais observer le schéma complet avant d'agir, car agir sur le premier mouvement de quelqu'un est presque toujours une erreur. Le premier mouvement est rarement le vrai mouvement. C'est le test. C'est la personne qui jette une pierre dans l'eau pour voir à quelle profondeur elle était et à quelle vitesse le courant réagit. Je n'allais pas être le courant qui réagissait. Ce qui s'est passé les jours suivants était intéressant. Le commentaire sur LinkedIn a circulé parmi certains employés de l'entreprise, comme c'était prévisible. Il y a eu des conversations dans les couloirs, dans les groupes WhatsApp internes, cette circulation invisible mais constante que les rumeurs ont sur les lieux de travail. Amélia m'a tenu informé, sans exagérer, avec la précision chirurgicale de quelqu'un qui sait quelle information est pertinente et quelle information est du bruit. Ce qu'Amélia me disait, c'était ceci, la plupart des gens qui avaient vu le commentaire ne savaient pas trop quoi en faire. Car d'un côté, il y avait Rebecca, qui était quelqu'un de connu dans l'entreprise, avec des années d'expérience et des relations établies, mais de l'autre, il y avait le nouveau PDG qui, en 2 semaines, s'était montré direct, clair, axé sur les données et sans agenda visible. Et quand une personne génère de la confiance avec des faits concrets, les rumeurs rebondissent différemment. Elles ne pénètrent pas de la même manière. Le jeudi de cette semaine-là, Raphaël a demandé une réunion avec moi, directement, pas par l'intermédiaire d'Amélia. Il m'a envoyé un email formel demandant un créneau dans mon emploi du temps pour présenter une proposition d'expansion du secteur commercial. C'était un email bien écrit, avec une structure claire et des arguments préliminaires solides. Je l'ai lu attentivement. J'ai confirmé la réunion pour le lundi suivant.
Ce qui m'intéressait, ce n'était pas seulement la proposition. Ce qui m'intéressait, c'était de voir comment Raphaël se comporterait dans un contexte formel, professionnel, avec moi, après tout ce qui s'était passé. Car il y a des gens qui, dans des situations comme celle-là, deviennent serviles, flatteurs, qui essaient de compenser le malaise du passé par une déférence exagérée qui est plus inconfortable que le malaise originel. Et il y a des gens qui, simplement, travaillent, qui laissent le contexte personnel à la porte et entrent dans la salle de réunion avec le travail fait. Je préfère toujours le deuxième type. Lundi, Raphaël est arrivé à l'heure. Costume, carnet, présentation préparée. Il s'est assis en face de moi avec le sang-froid de quelqu'un qui avait décidé de gérer la situation d'une seule manière, et cette manière était le professionnalisme absolu. Il n'a fait aucune référence au barbecue. Il n'a fait aucun geste qui puisse être interprété comme une tentative de rapprochement personnel. Il a ouvert son ordinateur et a commencé sa présentation. La proposition était bonne. Elle contenait une analyse de marché, des projections réalistes, une identification claire des opportunités dans 3 régions où l'entreprise avait une faible présence. Il y avait un vrai travail derrière ces diapositives, il fallait aussi l'admettre. Je lui ai posé des questions. Il y a répondu solidement. Certaines réponses étaient incomplètes et il l'a reconnu sans se mettre sur la défensive. C'était un plus. À la fin de la réunion, je lui ai dit que la proposition entrerait dans le processus d'évaluation avec les autres initiatives du secteur commercial et qu'il aurait une réponse dans 2 semaines. Il a hoché la tête, a fermé son carnet et s'est levé. Il a tendu la main. Je l'ai serré. Avant de partir, il s'est arrêté une seconde. Il ne m'a pas regardé directement en parlant. Il a regardé légèrement sur le côté, comme quelqu'un qui choisit ses mots avec soin. « Miguel », a-t-il dit, « ce qui s'est passé au barbecue n'était pas correct de ma part. Je voulais juste le dire. Ce n'était pas une excuse élaborée. C'était une phrase brève, directe, sans drame. » Je l'ai regardé un moment. « C'est bon », ai-je dit. « Travaillons bien. » Il a hoché la tête et est parti. César m'a appelé cet après-midi-là et je lui ai raconté. Il a écouté puis a dit, « Et Rebecca ?»« Rebecca, c'est une autre histoire », ai-je répondu. Parce que c'en était une. Raphaël avait pris une décision. Il avait évalué la situation, il avait traité une erreur, et il avait choisi d'avancer avec un travail réel. C'était une chose. Rebecca, en revanche, était toujours ailleurs. Le commentaire sur LinkedIn n'avait pas été une impulsion. C'était une petite stratégie subtile, mais une stratégie quand même. Et les gens qui commencent par de petites stratégies ne s'arrêtent généralement pas là quand ils sentent qu'elles n'ont pas fonctionné. Ce soir-là, alors que je passais en revue les rapports de distribution du dernier trimestre, une notification est arrivée sur mon téléphone. C'était une demande de connexion sur LinkedIn de la part de Rebecca. Je l'ai regardé un instant, puis j'ai éteint l'écran et je suis retourné au rapport. Il y avait du travail à faire, et le travail n'attendait pas. Je n'ai pas accepté la demande sur LinkedIn. Je ne l'ai pas refusée non plus. Je l'ai laissée là, en suspens, comme une question sans réponse. Parce que parfois, l'absence de réponse communique plus que n'importe quelle réponse possible. Et parce que j'avais d'autres choses sur lesquelles me concentrer. La 3e semaine de janvier a apporté la première grande réunion avec les investisseurs. César et moi avions préparé la présentation pendant des jours. Ce n'était pas une réunion de routine. C'était le premier contact formel entre la nouvelle direction de Distribuidora et le groupe de fonds qui évaluait leur entrée dans le 2e tour de financement de MCE Strategia. L'entreprise qui opérait désormais comme le bras technologique de la réorganisation logistique que j'avais commencé à mettre en œuvre chez Scénario. C'était 2 mondes qui fusionnaient organiquement, et cette fusion avait une valeur que les chiffres commençaient à refléter clairement. La réunion a eu lieu dans les bureaux de l'un des fonds, au 17e étage, avec vue sur la ville. 4 personnes de leur côté, César et moi d'une autre. 3 heures de conversation, de chiffres, de projections, de questions difficiles auxquelles nous avons répondu honnêtement, y compris celles qui pointaient des risques réels que nous avions nous-mêmes identifiés. Quand vous nommez vos propres risques avant que l'autre ne les trouve, cela change complètement la dynamique de confiance. À la fin des 3 heures, l'associé principal du fonds s'est légèrement penché en arrière dans son fauteuil et a dit « Nous sommes intéressés à continuer. Nous vous enverrons la proposition formelle la semaine prochaine. » César et moi sommes allés à l'ascenseur sans rien dire. Quand les portes se sont fermées,
il a expiré lentement et a dit, voilà. Voilà, ai-je répété. C'était un tour qui pouvait atteindre un 800 000 € si tout se bouclait bien. Cela changerait considérablement l'échelle de ce que nous pourrions faire dans les 18 prochains mois. Ce soir-là, en arrivant à l'appartement, j'avais 3 messages non lus. Un d'Andrés avec un résumé de l'enquête sur l'entrepôt central que j'avais demandé. Un d'Hortensia avec une mise à jour sur les contrats de distribution que nous renégocions avec 2 fournisseurs clés. Et le troisième était d'un numéro que je n'avais pas enregistré, mais que j'ai reconnu immédiatement. C'était la mère de Rebecca. Le message disait, Miguel, c'est Noumi. Je sais que nous n'avons pas eu beaucoup de contacts depuis votre rupture, mais Rebecca traverse une période difficile et j'aimerais que vous puissiez lui parler. Je sais que tu as toujours été une bonne personne. Merci. Je l'ai lu 2 fois. Noumi était une femme que j'avais sincèrement appréciée pendant les 4 ans où j'étais avec Rebecca. Elle était directe, travailleuse, avec ce sens pratique des gens qui ont résolu leurs propres problèmes sans l'aide de personne et qui ne comprennent pas pourquoi les autres ne peuvent pas faire de même. Elle m'avait toujours bien traité. Elle avait toujours été juste avec moi, même quand les choses entre Rebecca et moi s'étaient compliquées. Mais ce message n'était pas seulement de Noumi. Ce message était de Noumi écrivant ce que Rebecca avait besoin que quelqu'un écrive, mais qu'elle ne pouvait pas écrire elle-même sans perdre la position qu'elle avait essayé de maintenir. Elle était un intermédiaire, consciemment ou non. Elle était un intermédiaire. Je n'ai pas répondu ce soir-là. Le lendemain, au bureau, Amélia a de nouveau frappé à ma porte. Cette fois, son expression était différente. Elle était plus sérieuse. Elle s'est assise et m'a dit qu'elle avait reçu un appel d'une entreprise de logistique concurrente, Transport Molenio, qui opérait dans certaines des mêmes régions que Scénario. La personne qui avait appelé était du secteur des ressources humaines de cette entreprise et voulait vérifier les références professionnelles d'une candidate qui avait postulé pour un poste de coordination régionale. La candidate était Rebecca. Jusqu'ici, tout était normal. Une personne cherche un emploi, donne des références, l'entreprise appelle pour vérifier. Ça arrive tout le temps. Ce qui n'était pas normal, c'est ce que la personne de Transport Molenio avait mentionné presque en passant à la fin de l'appel. Elle avait dit que la candidate avait indiqué dans sa lettre de motivation qu'elle avait une relation étroite avec le PDG de Distribuidora Scénario et que cela lui donnait une connaissance approfondie des processus internes et de la stratégie de l'entreprise. Amélia m'a raconté cela avec son calme professionnel habituel, mais ses yeux disaient autre chose. J'ai traité l'information en silence pendant quelques secondes. Que as-tu répondu, ai-je demandé. Que je ne pouvais pas faire de commentaires sur les employés actuels au-delà de la confirmation des dates d'entrée et de sortie, a dit Amélia, et que toute information stratégique de l'entreprise était confidentielle. Parfait, ai-je dit. Mais ce que Rebecca avait fait était un problème d'un autre niveau. Ce n'était pas seulement chercher un emploi. C'était utiliser mon nom, mon poste, et ma relation avec elle comme une référence professionnelle devant une entreprise concurrente. C'était présenter l'accès à des informations internes comme un atout, ce qui avait des implications légales que je ne pouvais pas ignorer, même si je le voulais. J'ai appelé César cet après-midi-là et je lui ai tout raconté. Quand j'ai fini, il n'a rien dit pendant plusieurs secondes. Puis il a dit, maintenant, nous avons besoin que Myriam y jette un œil. Myriam était notre avocate. Elle travaillait avec nous depuis des années, depuis l'époque de MC et Strategia. Elle était précise, rapide, et avait cette capacité spécifique à expliquer des situations juridiques complexes dans un langage qui ne nécessitait pas de traduction. Je lui ai envoyé un résumé écrit ce soir-là, avec tous les faits dans l'ordre chronologique, le commentaire sur LinkedIn, le message de Noumi, l'appel de Transport Molenio, la mention de mon nom dans la lettre de motivation. Myriam a répondu tôt le lendemain. Son analyse était claire. Le commentaire sur LinkedIn était ambigu, mais pas attaquable en soi. Le message de Noumi était juridiquement non pertinent. Mais la mention explicite de mon nom et d'une prétendue relation qui lui donnait accès à l'information stratégique de l'entreprise, dans une lettre de motivation à un concurrent, était une autre affaire. Selon ce que Rebecca avait exactement écrit dans cette lettre, cela pouvait constituer n'importe quoi, d'une faute grave à quelque chose ayant des conséquences juridiques plus sérieuses. Myriam a recommandé de demander une copie de cette lettre par les canaux appropriés et d'évaluer les prochaines étapes avec ces informations en main. J'ai demandé à Amélia d'initier ce processus formellement. Pendant ce temps, l'entreprise continuait de fonctionner. Les réunions d'équipe progressaient.
Les premiers changements opérationnels commençaient à montrer des résultats initiaux. Andrés avait mis en œuvre une réorganisation partielle des itinéraires de distribution dans la zone sud et les délais de livraison avaient chuté de 12% en 10 jours. Hortensia avait renégocié l'un des contrats fournisseurs avec des conditions nettement meilleures pour Scénario. L'équipe répondait bien à la nouvelle dynamique. Il y avait quelque chose que j'avais appris au fil des ans, et que MC et Strategia avaient confirmé maintes et maintes fois. Quand les gens sentent que la direction est claire et cohérente, quand ils voient que les décisions sont prises avec des critères et non avec de l'arbitraire, ils commencent à travailler différemment. Non pas parce qu'ils y sont forcés, mais parce qu'ils le veulent. C'est ce qui se passait chez Scénario. Et au milieu de tout cela, au milieu du travail réel et des résultats concrets et des conversations sur l'avenir de l'entreprise, il y avait le fil parallèle de Rebecca, silencieux mais présent, comme quelque chose que l'on sait être la même si on ne le voit pas directement. Le vendredi de cette semaine-là, un message d'elle est arrivé sur mon téléphone. Cette fois, ce n'était pas le ton calme et calculé du premier message. Celui-ci était différent. Il disait, « Miguel, j'ai besoin de te parler. Pas de travail. De nous. De ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a des choses qui n'ont jamais été dites et qui méritent de l'être. S'il te plaît. » Je l'ai lu. J'ai pensé à tout ce qui s'était passé ces dernières semaines, aux commentaires sur LinkedIn, à l'appel à Transport Molenio, au message de Noumi, à la lettre de motivation avec mon nom utilisé comme référence. Et puis j'ai pensé à cet appartement vide, un mardi de mars, il y a 2 ans. Au silence qui est resté quand elle a fermé la porte, aux heures que j'ai passées après cela à regarder un projet que personne ne prenait encore au sérieux et à décider de continuer ou non. J'ai continué. Et maintenant, j'étais ici. J'ai mis le téléphone dans ma poche et je suis retourné au rapport que j'avais sur mon bureau. Le travail n'attendait pas, et moi non plus. Le lundi suivant est arrivé avec un développement que je n'attendais pas. Amélia est arrivée dans mon bureau à 9h du matin avec une expression que je savais déjà lire. Ce n'était pas l'expression des problèmes opérationnels, qui avaient un poids différent, plus concret, plus gérable. C'était l'expression des problèmes humains, qui sont plus diffus et plus difficiles à résoudre car ils n'ont pas de solution technique. Elle s'est assise, a posé son téléphone sur le bureau. Cette fois, ce n'était pas une capture d'écran de LinkedIn. C'était une capture d'écran d'un groupe WhatsApp, un groupe appelé les Scénario et qui rassemblait des personnes ayant travaillé dans l'entreprise à différentes époques et qui étaient toujours en contact. Amélia ne faisait pas partie du groupe, mais quelqu'un qui y était le lui avait transmis ce matin-là, car il pensait que je devais savoir. Dans ce groupe, Rebecca avait écrit un message la veille au soir. Je l'ai lu lentement. Il disait que la nouvelle direction de l'entreprise prenait des décisions motivées par des questions personnelles plutôt que professionnelles. Que des employés avec des années d'expérience étaient ignorés ou déplacés pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec leur performance. Que elle-même en était un exemple. Qu'elle connaissait le PDG avant qu'il ne prenne ses fonctions et qu'elle pouvait affirmer avec certitude que les décisions prises n'étaient pas aussi objectives qu'elles étaient présentées publiquement. Il ne mentionnait pas de nom explicitement, mais le contexte était suffisamment clair pour quiconque le lisait. Le message avait des réponses. Certaines personnes du groupe exprimaient une solidarité générique. Une personne a demandé si elle avait pensé à parler à un avocat du travail. Une autre a dit que c'était très grave et que quelqu'un devrait faire quelque chose. J'ai tout lu. J'ai lu chaque réponse. Puis j'ai rendu le téléphone à Amélia. Combien d'employés actuels de l'entreprise sont dans ce groupe, ai-je demandé. Environ 12, a-t-elle dit, de différents secteurs. J'ai hoché la tête lentement. Myriam doit voir ça aujourd'hui. Amélia a hoché la tête et est partie. J'ai appelé César avant 10h. Je lui ai envoyé la capture d'écran par message et j'ai attendu. 30 secondes plus tard, le téléphone a sonné. Ce n'est plus ambigu, a dit César sans préambule. Je n'ai pas répondu. Myriam l'a. Elle l'aura dans 1 heure. Bien. Il a fait une pause. Comment vas-tu? C'était une question simple, mais César l'a posée avec le poids spécifique de quelqu'un qui connaît l'autre personne depuis 20 ans et qui sait que parfois, la question simple est la plus importante. Je vais bien, ai-je dit. Et c'était vrai. Il n'y avait pas de colère, pas d'anxiété. Il y avait quelque chose de plus proche de la clarté froide de quelqu'un qui voit une situation se développer exactement comme il l'avait anticipé et qui sait ce qu'il doit faire. Myriam a appelé cet après-midi-là. Elle avait tout examiné, le commentaire sur LinkedIn,
la lettre de motivation à Transport Molenio, le message dans le groupe WhatsApp. Son analyse était directe. L'ensemble des actions constituait un schéma qui pouvait étayer une plainte pour atteinte à la réputation, en fonction de ce que disait exactement la lettre de motivation, que nous attendions toujours d'obtenir formellement. Et potentiellement quelque chose de plus lié à la divulgation d'informations confidentielles. Mais Myriam a également dit autre chose. Elle a dit qu'avant de passer à une action en justice formelle, il était conseillé d'envoyer une mise en demeure à Rebecca, la notifiant des actions et demandant la cessation immédiate de toute déclaration publique ou privée pouvant affecter la réputation de l'entreprise ou de sa direction. Cela servait à deux choses, cela établissait un registre formel que la situation avait été notifiée, et c'était souvent suffisant pour arrêter le comportement sans avoir besoin d'aller plus loin. Je lui ai dit de procéder à la mise en demeure. Ce soir-là, alors que je passais en revue les chiffres de la première évaluation mensuelle de la réorganisation opérationnelle, César m'a envoyé un message. Il disait, « Tu as vu LinkedIn ?» Je suis allé sur l'application. Rebecca avait publié quelque chose de nouveau. Cette fois, ce n'était pas un commentaire sur la publication de quelqu'un d'autre. C'était sa propre longue publication, qui commençait par parler de l'importance des environnements de travail sains et de la façon dont les relations personnelles au sein des organisations pouvaient devenir toxiques lorsqu'il y avait des déséquilibres de pouvoir. Elle parlait de sa propre expérience, sans nommer de nom, mais avec suffisamment de détails pour que quiconque connaissant la situation sache exactement de quoi et de qui elle parlait. La publication avait des commentaires. Beaucoup étaient de soutien générique, du genre que les gens laissent quand ils lisent quelque chose qui déclenche une réponse émotionnelle sans avoir le contexte complet. Mais il y avait quelques commentaires qui provenaient de personnes qui connaissaient le contexte, d'anciens employés de scénario, des contacts du secteur. Et ces commentaires ont commencé à poser des questions plus spécifiques. Ce que Rebecca construisait, délibérément ou impulsivement, c'était un récit public. Et les récits publics, une fois qu'ils commencent à circuler, sont difficiles à arrêter. Ce qu'elle ne savait pas, ou ce qu'elle avait mal calculé, c'est que ce récit avait un problème fondamental. Il n'était pas vrai. Et les récits qui ne sont pas vrais ont une fragilité spécifique, ils tiennent tant que personne ne les conteste avec des faits concrets. Mais quand les faits apparaissent, ils s'effondrent avec une vitesse proportionnelle à la vitesse avec laquelle ils ont été construits. Myriam a envoyé la mise en demeure le lendemain. Ce qui s'est passé dans les 48 heures suivantes était quelque chose que je n'avais pas entièrement anticipé, bien qu'avec le recul, cela ait du sens. Raphaël m'a appelé. Pas sur un téléphone de l'entreprise, sur mon téléphone personnel, ce qui signifiait qu'il avait ce numéro d'avant. Il l'avait probablement demandé à Rebecca à un moment donné. J'ai répondu. Miguel, a-t-il dit. Sa voix avait une tension qui n'était pas la lors de la réunion du lundi précédent. J'ai besoin de te parler de Rebecca. De ce qui se passe. Je t'écoute, ai-je dit. Il y a eu une pause. Puis il a dit, je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle fait. Je veux que tu le saches. J'ai parlé avec elle et nous n'avons abouti à rien. Mais je n'ai rien à voir avec ses publications ou avec ce qu'elle a dit à cette entreprise concurrente. Rien. J'ai écouté sans l'interrompre. Compris, ai-je dit quand il a fini. Est-ce que cela affecte ma position dans l'entreprise, a-t-il demandé directement, sans détour. J'ai respecté cela. Ta position dans l'entreprise dépend de ton travail, ai-je répondu. Ce que fait Rebecca relève de la responsabilité de Rebecca. Bref silence. Puis, merci. Raphaël, ai-je ajouté avant qu'il ne raccroche, la proposition commerciale que tu as présentée la semaine dernière. Nous allons incorporer 2 des 3 axes que tu as proposés dans le plan du premier trimestre. Amélia t'enverra les détails cette semaine. Une autre pause, plus longue cette fois. Bien, a-t-il dit. Merci. Il a raccroché. César, quand je lui ai raconté, a dit, intéressant. Oui, ai-je répondu. Je pense que la relation entre eux est plus compliquée qu'il n'y paraît. Ça te surprend? J'ai réfléchi un instant. Non, ai-je dit. Ça ne me surprend pas. Parce qu'il y avait quelque chose que j'avais compris depuis le barbecue de fin d'année. Depuis le moment où j'ai vu Rebecca présenter Raphaël avec le ton de quelqu'un qui exhibe un trophée. Les relations qui sont construites sur le besoin de prouver quelque chose à quelqu'un du passé ont une fragilité inhérente. Elles fonctionnent tant que la démonstration fonctionne. Mais quand la démonstration se complique, quand le contexte change et que le récit se brise,
ce qui reste en dessous n'est pas toujours suffisant pour supporter ce qui a été construit par-dessus. Raphaël le voyait, et il avait pris une décision. La mise en demeure est parvenue à Rebecca ce même jour. Ce qui allait se passer ensuite dépendait d'elle. La mise en demeure a produit le silence. Pas immédiatement. Les premières heures après que Rebecca l'ait reçu ont été d'une activité visible. Amélia m'a informé que Rebecca avait demandé à quitter le travail plus tôt ce jour-là, pour des raisons de santé. Qu'elle avait été à son bureau pendant la matinée avec son téléphone à la main plus de temps que d'habitude. Que deux collègues proches d'elle avaient eu des conversations brèves et à voix basse qui s'étaient terminées par des expressions sérieuses. Le groupe WhatsApp des anciens employés a également connu du mouvement. Quelqu'un qui suivait le film a mis au courant. Rebecca avait écrit un bref message disant qu'elle avait besoin de prendre du temps et qu'elle ne continuerait pas à parler du sujet par ce biais. Pas d'explication supplémentaire, pas de ton dramatique comme les messages précédents. La publication sur LinkedIn était toujours active, mais ne recevait plus de nouvelles réponses. Le silence était un signe, non pas de résolution, mais de recalibrage. C'était le silence de quelqu'un qui vient de comprendre que les actions ont des conséquences concrètes et qui évalue quelles sont ses options réelles. Myriam m'a appelé le lendemain pour confirmer que la lettre avait été remise et formellement reçue. Elle m'a dit que nous avions une période de 10 jours pour voir s'il y avait une réponse juridique de l'autre partie ou si le comportement cessait simplement. Elle a recommandé de ne faire aucun mouvement supplémentaire pendant cette période, à moins que quelque chose de nouveau n'apparaisse. Je lui ai dit que nous le ferions. L'entreprise, pendant ce temps, poursuivait son cours. Et le cours était bon. À la fin de la 3e semaine de janvier, les chiffres de la réorganisation partielle que nous avions mise en œuvre dans la zone sud commençaient à montrer des résultats qui dépassaient les projections initiales. Les délais de livraison avaient chuté de 17%. Le taux de retour pour erreur logistique avait diminué de près de moitié. Hortensia m'a présenté une analyse montrant que si ces résultats se maintenaient pendant 90 jours et étaient répliqués dans les autres zones, les économies opérationnelles annuelles pourraient dépasser 600 000 €. Andrés était enthousiaste. C'était un de ces hommes qui savent depuis des années exactement ce qui ne va pas avec les processus qu'ils gèrent et qui ont juste besoin que quelqu'un leur donne les outils et l'espace pour le corriger. Quand cela arrive, l'énergie qu'il libère est considérable. Je l'ai vu dans sa façon d'arriver tôt, dans la façon dont ses rapports étaient de plus en plus détaillés et plus proactifs, dans la façon dont son équipe répondait à son nouveau rythme. Le fonds d'investissement a envoyé la proposition formelle cette semaine-là. César et moi nous sommes assis avec Myriam un après-midi pour examiner les termes. La proposition était de 2 600 000 € pour une participation de 23% dans MC et Strategia, avec des options d'expansion dans un tour ultérieur. C'était un chiffre solide. Pas le maximum que nous avions projeté dans le scénario optimiste, mais c'était réel, c'était sur la table, et avec des conditions que nous pouvions accepter sans compromettre le contrôle opérationnel de ce que nous avions construit. Nous avons passé 3 jours à négocier quelques termes secondaires. À la fin de cette semaine, nous avons signé. César a ouvert une bouteille de vin au bureau ce soir-là, quand tout le monde était parti. Juste nous deux, avec nos verres sur le bureau et la ville illuminée par la fenêtre. Ce n'était pas une célébration bruyante. C'était plutôt le moment calme de 2 personnes qui ont travaillé longtemps pour quelque chose et qui, quand cette chose arrive enfin, n'ont pas besoin de feu d'artifice pour comprendre ce que cela signifie. Tu te souviens quand Rebecca a dit que tu étais constant, a dit César après un moment. J'ai ri. C'était un rire sincère, un de ceux qui sortent tout seuls. Je me souviens, ai-je dit. Il s'avère que la constance est utile. Il s'avère que oui. Nous avons trinqué. Nous avons bu en silence un moment. Puis César a dit, qu'est-ce qui va se passer avec elle? Je savais qu'il parlait de Rebecca. Je lui ai dit ce que Myriam avait dit. La période de 10 jours, le silence après la mise en demeure, l'absence de réponse juridique de l'autre partie jusqu'à ce moment-là. Je lui ai dit que la publication sur LinkedIn était toujours active, mais sans nouvelle activité. Je lui ai dit que Raphaël avait travaillé normalement toute la semaine, professionnel, concentré, sans signe visible que ce qui se passait dans sa vie personnelle affectait sa performance. César a tout écouté. Puis il a dit, et toi, avec tout ça? Sérieusement. C'était la 2e fois qu'il me posait cette question en quelques semaines. Et les 2 fois, il l'a posée de la même manière, avec ce ton spécifique qui ne cherche pas une réponse automatique, mais une réponse réelle. J'ai réfléchi avant de répondre.
Je vais bien, ai-je dit. Sincèrement bien. Il n'y a pas de ressentiment. Il n'y a pas de satisfaction du genre que l'on ressent quand quelqu'un tombe et que l'on voulait qu'il tombe. Ce n'est pas ça. J'ai fait une pause. C'est plus étrange que ça. C'est comme voir quelque chose que j'avais très clair à l'intérieur devenir enfin visible à l'extérieur. Et ça ne génère pas d'euphorie. Ça génère quelque chose de plus calme. César m'a regardé un moment, puis a hoché la tête. C'est la maturité, a-t-il dit. Ou l'épuisement, ai-je répondu. Il a ri. Les deux ne sont pas mutuellement exclusifs. La période de 10 jours fixée par Myriam s'est terminée sans réponse juridique de la part de Rebecca. La publication sur LinkedIn a disparu le 8e jour, sans explication, sans publication supplémentaire, sans rien. Elle a simplement cessé d'exister. Le groupe WhatsApp des anciens employés s'était également complètement calmé. Amélia m'a informé que Rebecca avait demandé une réunion avec les ressources humaines pour explorer la possibilité d'une démission volontaire avec un accord. Amélia me l'a communiqué avec sa précision habituelle. Comment veux-tu que nous gérions cela? Avec les mêmes conditions que toute autre démission volontaire dans le cadre du processus de réorganisation, ai-je répondu. Rien de spécial, dans aucun sens. Elle a hoché la tête. Compris. L'accord a été conclu cette même semaine. Rebecca quitterait Distribuidora Scénario à la fin de février, avec une indemnité de départ standard et sans aucune clause supplémentaire d'aucune sorte. C'était une sortie propre pour tout le monde. Ce qui s'est passé ensuite, je l'ai appris par des tiers, comme on apprend généralement ces choses. Raphaël et Rebecca ont mis fin à leur relation à la mi-février. Il n'y a pas eu de drame public, ou s'il y en a eu, il n'est pas parvenu directement à mes oreilles. Ce qui m'est parvenu, c'est un commentaire d'Andrés, fait en passant dans une conversation sur quelque chose de complètement différent, qui a mentionné que Raphaël marchait seul sur le parking le matin et qu'il semblait plus concentré qu'avant. De cette manière dont les gens le sont quand ils ont simplifié leur vie et que l'espace mental libéré devient de l'énergie de travail. Je n'ai pas demandé plus de détails. Ce n'était pas mon domaine. Ce qui était mon domaine, c'était ce que je construisais. Et ce que je construisais avançait avec une solidité qui me remplissait de quelque chose qui n'était pas exactement de la fierté, mais quelque chose de plus proche de la confirmation que les décisions que j'avais prises dans les moments les plus difficiles avaient été les bonnes. Un après-midi de cette semaine-là, alors que je passais en revue les nouveaux contrats avec Hortensia, j'ai reçu un message de Noumi. Il était bref. Il disait, « Miguel, je voulais juste m'excuser de t'avoir contacté le mois dernier. Ce n'était pas ma place. Je te souhaite le meilleur. Sincèrement. » Je l'ai lu. J'ai pensé un moment à Noumi, à cette femme directe et travailleuse que j'avais sincèrement appréciée et qui avait agi par souci pour sa fille, même si la méthode n'avait pas été la bonne. J'ai répondu, il n'y a rien à excuser, Noumi. Prends soin de toi. J'ai rangé mon téléphone et je suis retourné au contrat. Dehors, l'après-midi de février commençait à se diriger vers le coucher du soleil, avec cette lumière spécifique que Buenos Aires a quand l'été commence à se fatiguer et que l'air change légèrement, presque imperceptiblement, annonçant que quelque chose de nouveau est sur le point de commencer. Février était presque terminé, et avec février, un chapitre se fermait. Mars est arrivé avec un vent du sud, et les bureaux de Distribuidora Scénario sentaient différemment. Ce n'est pas une métaphore, c'est littéral. Quand un lieu de travail change vraiment, quand les processus sont en ordre et que les gens commencent à se déplacer avec un but qu'ils comprennent et partagent, il y a quelque chose dans l'atmosphère qui change physiquement. Le rythme des conversations est différent. Les couloirs ont une énergie différente. Les réunions se terminent par des décisions au lieu de se terminer par plus de questions. Ce sont de petites choses, mais les petites choses sont ce qui construit ou détruit toute organisation de l'intérieur. Les chiffres du premier trimestre sont arrivés à la mi-mars. Hortensia me les a présentés lors d'une réunion de 2 heures avec Andrés et César. Les résultats dépassaient les projections que nous avions présentées au fonds d'investissement en janvier. La réduction des coûts d'exploitation dans la zone sud avait été répliquée avec succès dans 2 autres zones. L'indice de satisfaction des clients, mesuré par les livraisons à temps, avait augmenté de 19 points de pourcentage par rapport à la même période de l'année précédente. Et les nouveaux contrats que le secteur commercial avait conclus sous la nouvelle structure représentaient une augmentation de 28% des revenus prévus pour le 2e trimestre. Raphaël avait mené 3 de ces clôtures. Il l'avait bien fait, avec un travail réel,
avec concentration, avec cette énergie que les gens ont quand ils ont décidé que la seule chose qu'ils contrôlent est leur propre performance et qu'ils se concentrent là-dessus avec toute l'attention qu'ils consacraient auparavant à d'autres choses. Nous n'avions eu aucune conversation personnelle depuis cet appel en janvier. Ce n'était pas nécessaire. Le travail parlait avec suffisamment de clarté. Amélia m'a également présenté les résultats du processus de réorganisation de l'équipe. Sur les 32 postes qui avaient été évalués dans le processus formel, 29 avaient été confirmés avec de nouvelles descriptions de rôles alignées sur le plan stratégique. 2 avaient été convertis en postes différents, avec l'accord des personnes concernées. Et un avait abouti à une démission volontaire. Celui-là, c'était Rebecca. Son nom figurait dans le rapport comme un détail administratif de plus, avec des dates et des conditions d'accord. Rien de différent de tout autre enregistrement du processus. Et c'était exactement juste. Ce n'était pas une histoire personnelle. C'était une donnée de gestion. La vie au sein d'une organisation fonctionne mieux quand on appelle les choses par leur nom. César a examiné les chiffres cet après-midi-là avec un sourire qu'il n'a pas essayé de cacher. 2,6 millions d'investissements à la fin de janvier, a-t-il dit. 3 mois plus tard, les résultats justifient déjà le double de ce chiffre en valorisation. Il y a encore un long chemin à parcourir, ai-je dit. Oui, a-t-il répondu. Mais le cap est clair. Le cap était clair. C'est ce qui importait le plus. Pas les chiffres d'un trimestre qui pouvaient monter ou descendre en fonction de dizaines de variables que personne ne contrôle entièrement, mais la direction, la certitude que ce qui était en train d'être construit avait des fondations réelles, des processus solides. Des gens qui comprenaient où ils allaient et pourquoi. Cela ne se construit pas en 3 mois. Cela se construit en années de travail silencieux que personne ne voit, jusqu'à ce que soudain, les résultats le rendent visible. Un après-midi de cette semaine-là, Andrés a frappé à la porte de mon bureau avec un café à la main et une expression détendue de quelqu'un qui ne vient pas pour apporter des problèmes, mais simplement pour discuter. Il s'est assis, a croisé les jambes et a dit, « Puis-je te poser une question personnelle ?» « Vas-y, ai-je dit. » Le soir du barbecue de fin d'année, il a fait une brève pause. J'étais à cette table quand l'affaire avec Raphaël et le téléphone s'est produite. J'ai tout vu. Et ce qui m'a le plus frappé, ce n'était pas son visage quand il t'a reconnu. C'était le tien. Tu n'as pas du tout changé. Pas une seule expression. Comme si tu savais déjà exactement ce qui allait se passer. Je l'ai regardé un moment. Je savais qu'à un moment donné, ça arriverait, ai-je dit. Je ne savais pas exactement quand. Andrés a hoché la tête lentement. Et tu n'as rien ressenti? J'ai réfléchi à la réponse avec soin, car il la méritait. J'ai ressenti quelque chose, ai-je dit. Mais ce n'était pas ce que les gens s'attendraient à ce que je ressente. Ce n'était pas de la satisfaction du genre qui vous donne envie de frotter quelque chose au visage de quelqu'un. C'était plus comme la confirmation que le travail que j'avais fait en silence pendant longtemps était réel. Qu'il n'avait pas été en vain. Cela génère quelque chose de plus calme que la satisfaction. Cela génère une sorte de paix. Andrés m'a regardé avec une expression pensive. Puis il a dit, c'est ce qui différencie les gens qui construisent des gens qui veulent juste gagner. Je n'ai pas répondu, mais j'ai gardé cette phrase, car c'était exactement ça. Il y a des gens qui travaillent pour gagner, pour prouver, pour que quelqu'un qui les a un jour sous-estimés les voie et comprenne qu'ils avaient tort. Ce moteur existe et il fonctionne pendant un certain temps, mais il a un problème fondamental, il dépend de l'autre personne. Il dépend que l'autre personne regarde, que l'autre personne réagisse, que l'autre personne ressente ce que vous avez besoin qu'elle ressente pour que la victoire ait un sens. J'avais cessé d'avoir besoin de cela depuis longtemps. À un moment donné, au cours de ces 2 années de travail silencieux, entre les rapports et les réunions et les nuits devant l'ordinateur, quelque chose s'était passé. Le moteur avait changé. Je ne travaillais plus pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Je travaillais parce que ce que je construisais était réel et précieux, et parce que chaque jour où j'avançais était un jour qui comptait en soi, peu importe qui regardait. C'est la différence entre construire et gagner. Gagner nécessite un perdant. Construire ne nécessite rien de plus que du travail et du temps. À la fin de mars, le fonds d'investissement qui était entré en janvier a demandé une réunion de suivi pour évaluer la possibilité d'avancer le 2e tour. Les résultats du premier trimestre avaient généré des conversations internes au sein du fonds qui les avaient amenés à reconsidérer le calendrier initialement prévu.
César a géré les premières conversations exploratoires avec sa précision habituelle et m'a informé que si tout continuait comme ça, nous pourrions parler d'un deuxième tour de 3 à 4 millions d'euros pour la seconde moitié de l'année. C'était un chiffre qui, 2 ans auparavant, aurait semblé impossible. Maintenant, c'était simplement la prochaine étape. Un soir de cette semaine-là, tard, quand le bureau était vide et que le seul bruit était celui du ventilateur de l'ordinateur et le doux bruit de la ville à l'extérieur, je me suis assis un moment sans rien faire. Sans passer en revue de rapports, sans répondre à des messages, sans me préparer pour la réunion du lendemain. Juste assis, les mains sur le bureau, regardant l'espace devant moi. J'ai pensé à cet appartement vide, un mardi de mars, il y a 2 ans. À la porte qui s'est fermée. Au silence qui est resté. À la décision de continuer que j'ai prise non pas avec euphorie ou colère, mais avec quelque chose de plus proche de la détermination tranquille de quelqu'un qui comprend que le seul chemin disponible est d'aller de l'avant. J'ai pensé à tout ce qui s'était passé entre ce moment et celui-ci. Et j'ai pensé à quelque chose que j'avais appris avec certitude pendant ce temps, que les personnes qui vous abandonnent dans le processus ne méritent pas une place dans le résultat. Pas par vengeance, pas par punition, mais simplement parce que le résultat appartient à ceux qui étaient dans le processus. À César, qui avait été là chaque semaine sans exception. À Andrés et Hortensia, qui avaient embrassé le changement avec un professionnalisme sincère. À l'équipe qui arrivait tôt et restait tard et faisait le travail sans que personne n'ait besoin de le leur demander 2 fois. Le résultat leur appartenait. Le reste, c'était de l'histoire. Et l'histoire, une fois qu'elle est close, cesse d'avoir du poids. J'ai éteint l'ordinateur, j'ai mis ma veste, j'ai éteint la lumière, je me suis dirigé vers l'ascenseur par le couloir vide des bureaux de Distribuidora Scénario. L'entreprise que j'avais achetée avec un travail réel, des décisions concrètes, et des années de constance que personne n'avait vues, jusqu'à ce qu'il soit impossible de ne pas la voir. Dehors, Buenos Aires respirait avec ce rythme lent et continu que les grandes villes ont quand la nuit avance et que le bruit diminue, et qu'il ne reste que le son essentiel des choses qui continuent de fonctionner même si personne ne les regarde. J'ai marché un pâté de maison sans me presser. Le téléphone n'a pas sonné. Il n'y avait rien d'urgent. Il n'y avait pas de crise en attente d'une réponse. Juste une nuit, le travail bien fait, et le lendemain à venir. Parfois, c'est tout ce qu'il faut. Et parfois, c'est exactement ça.